Avant de poursuivre en détail les parcours des joueurs, j'aimerais faire un énorme spoil ou plutôt vous raconter comment les prochains ennemis se sont organisés pour mettre au point des meurtres en série. Tout d'abord, je vous présente Xanesha et sa sœur Lucretia, deux lamies des créatures monstrueuses mi-femme mi-animal. Ce personnage semble avoir récemment fait une alliance avec un personnage mystérieux. À son appel, toutes deux tenteront à leur manière de satisfaire au mieux cette alliance maléfique. Xanesha agit alors un Manimar et son plan va être d'une efficacité redoutable. Les Frères des Sept est une société secrète de nobles baignant dans les investissements, les dessous de table, les corruptions et entreprises dérivées. Bon, je vous laisse deviner sous quelle divinité ils se rassemblent. Oui, non, Norgorbert bien sûr. L'organisation est également une couverture pour dissimuler une secte de meurtriers nommée les Écorcheurs, dont le chef actuel n'est autre qu'un juge corrompu nommé Ronsfer. Xanesha prend rapidement le contrôle de la secte en séduisant leur chef libidineux et va diriger les Écorcheurs. Elle les chargea de récolter des âmes cupides, en particulier celles des marchands, des banquiers, des prêteurs sur gage, des parieurs et d'aventuriers. Ces pauvres gens étaient ramenés au quartier général d'une scierie qui servait de couverture aux sinistres activités de la secte. Là, les fanatiques les marquaient de la rune de Siédron avant de les offrir en sacrifice. Les mantes rouges dont je vous parlerai plus tard, ici la rune de Siédron. En plus, afin de grossir sa fortune personnelle, Xanesha a eu l'idée de s'allier aux assassins des mantes rouges quand elle apprit qu'elles étaient actives en Varisie, les assassins développant plusieurs maladies terrifiantes pour leur servir d'armes. Elle lui vend qu'une souche de maladies siégeait dans les tréfonds du manoir des Foxglove, ou Gant-Renard en VF, et comptait bien la vendre aux mantes rouges pour en tirer un gros bénéfice. Connaissant la dette du fondateur du manoir, Xanesha eut l'occasion de faire d'une pierre deux coups quand Aldern, un noble désespéré, vint la voir. Mais quel rapport entre Aldern et Xanesha là pourquoi il se pointe ici lui d'un coup? C'est pas le noblion lèche-botte qu'on voyait dans le premier chapitre? Si, c'est bien lui. Voici donc l'histoire des Foxglove. L'héritage Gant-Renard. Bâti il y a presque 80 ans par un prince marchand de Manimar nommé Vorel, le manoir de Gant-Renard est une des premières demeures construites sur la côte oubliée. Membre fondateur des Frères des Sept, Vorel fut obligé d'emprunter l'argent à ses partenaires pour construire sa bâtisse et il leur promit qu'au bout d'un siècle, le manoir reviendrait à la société. Vous commencez à faire le lien, non? En réalité, Vorel Gant-Renard avait des noirs desseins. Nécromancien de son état, il passa les 20 années suivantes à chercher à se transformer en lich. Mais à l'aube de sa glorieuse transformation, sa femme Cassandra découvrit ses viles intentions. Elle l'affronta et détruit son phylactère, ce qui déclencha une réaction nécromantique et détruisit le corps de Vorel dans une épouvantable explosion de maladie et de décomposition. Le manoir absorba son âme, qui considéra la bâtisse comme le phylactère que Cassandra avait détruit. En quelques minutes seulement, Cassandra, son enfant et tous les domestiques du manoir succombèrent à la puissante et terrifiante affliction propagée par l'esprit vengeur de Vorel. Alors qu'on n'avait plus de nouvelles du manoir de Gant-Renard depuis quelques jours, des visiteurs trouvèrent la famille et les serviteurs morts des suites d'une maladie. Les Gant-Renard de Manimar enterrèrent les corps dans le plus grand secret et ils évitèrent la maison pendant des décennies. La bâtisse resta vide pendant près de 40 ans jusqu'à ce que Travers Gant-Renard décide d'y emménager avec sa famille pour réclamer son héritage et laver la maison de sa sinistre réputation. Sa femme Cyrali donna naissance à leur fils unique, Aldern, peu après le déménagement. Pendant 6 ans, tout se passa comme si le manoir était redevenu normal. Le fils et les filles de Travers grandissaient comme de jeunes aristocrates et ses affaires étaient florissantes. L'esprit sans repos de Vorel considérait Travers comme de l'argile molle qu'il pourrait sculpter selon son désir et au fil des ans, il consolida son emprise sur le pauvre homme. Plus le temps passait et plus Cyrali était convaincue que le manoir était à l'origine des désordres mentaux de son mari. Dans un accès de désespoir, elle mit le feu aux dépendances des domestiques et revint au manoir pour faire de même, mais Travers, à présent entièrement sous le contrôle de Vorel, l'assassina avant qu'elle ne puisse déclencher l'incendie. Le choc qu'il ressentit en voyant mourir sa femme le libéra de l'influence de Vorel, juste assez longtemps pour lui promettre de se suicider. On aperçut l'incendie depuis Point-de-Sable, et quand les villageois arrivèrent pour voir ce qui se passait, ils trouvèrent le logis des serviteurs brûlé jusqu'aux fondations et le cadavre de Travers tué de sa propre main. Le corps carbonisé de sa femme gisait sur les rochers en contrebas tandis que les enfants étaient blottis à l'étage tremblant.
Aldern et ses sœurs aînées passèrent quelque temps à l'orphelinat de Manimard avant qu'un cousin au 2e degré de travers ne vienne les chercher et les ramène avec lui pour les élever à Corvossa. Il s'écoula 15 ans avant qu'Aldern, devenu un adulte et un marchand prospère, ne retourne sur la côte oubliée. Riche et populaire, il s'acheta une maison à Manimard et entreprit de récupérer le manoir familial. Tandis qu'il renouait de vieux liens familiaux, il entra également en contact avec les frères des Sept. La société accueillit Aldern à bras ouverts et c'est en premier lieu grâce à l'influente organisation qu'il put récupérer le manoir de Gorrenard avec tant de facilité. Cependant, Aldern eut du mal à trouver des artisans et des serviteurs pour l'aider à restaurer le domaine familial. La mauvaise réputation du manoir était désormais ancrée dans les superstitions locales. Pire, les caves du manoir étaient infestées de rats horriblement malades et agressifs, mais qui restaient heureusement à l'écart tant que personne ne s'aventurait trop loin au sous-sol. Le travail était monumental. Le toit fuyait en une dizaine d'endroits et de curieux champignons répugnants, incroyablement résistants, poussaient dans les caves. C'est à peu près à cette époque qu'Aldern, en rentrant d'une visite à Point-de-Sable, croisa sur la lande non loin du manoir un groupe de Varisiens piégés par la tempête qu'il bravait lui-même pour rentrer chez lui. Pris d'un élan de générosité inhabituel, Aldern accomplit un des rares actes désintéressés de sa vie et ramena les Varisiens chez lui où il les convia à rester jusqu'à la fin de la tempête. C'est ainsi qu'il fit entrer Yesha dans sa vie. Yesha était sans doute la plus belle femme qu'Aldern ait jamais rencontrée. Une déesse aux cheveux de jet, aux courbes généreuses, dotée d'une voix d'ange et d'un cœur de lion. Aldern tomba passionnément amoureux et la demanda en mariage avant le lever du jour. Subjugué par l'apparence séduisante d'Aldern, son statut social, son apparente générosité et sa fortune, Yesha accepta. Ils se marièrent dans la semaine. Malheureusement, comme Yesha n'allait pas tarder à le découvrir, Aldern n'était pas ce qu'il semblait. Car Aldern était un homme mesquin, un défaut né au cours de sa déplaisante enfance à Corvossa et nourri par les frères des Sept, en particulier par le jugeron Sefer, le chef de ce groupe. La passion et le désir qu'Aldern éprouvait pour Yesha firent place à la jalousie et à la paranoïa. Il se mit à surprotéger l'honneur de sa femme au point de l'enfermer dans le manoir pendant ses voyages d'affaires à Manimard. Là-bas, Ronsfer continuait à corrompre son âme et l'entraînait en vue d'une éventuelle intronisation dans la secte des écorcheurs. Et puis une nuit, alors qu'Aldern rentrait tard de Manimard, il trouva Yesha dans la bibliothèque avec un charpentier. Tirant des conclusions hâtives et totalement erronées, il fendit le crâne du charpentier avec une statuette prise sur une étagère, ce qui rendit Yesha folle furieuse. Quand la rage d'Aldern retomba, il réalisa qu'il venait d'étrangler sa femme avec sa propre écharpe de soie. De plus en plus paniqué, Aldern se débarrassa du cadavre du charpentier en le jetant dans un puits, mais il ne put se résoudre à faire de même avec Yesha. Il l'enveloppa donc dans une couverture et la cacha au grenier. Il verrouilla la porte dans l'intention de revenir plus tard faire disparaître les preuves. Il fut ensuite à Manimard pour demander conseil aux frères des Sept quant à la meilleure manière de gérer cette situation tragique. Les frères des Sept lui promirent qu'ils allaient se charger du problème. En échange, ils lui demandèrent d'éviter de retourner au manoir pendant qu'il travaillait. Au cours des jours qui suivirent, Aldern expliqua à ses visiteurs que Yesha était parti voir des amis dans la lointaine Absalom et que les travaux de restauration du manoir étaient en suspens. En effet, il attendait de nouveaux fonds pour financer ces dernières étapes de la restauration. En public, il sauvait courageusement les apparences, mais en réalité, les frères des Sept le menaient lentement à la banqueroute, financière comme morale. Chaque semaine, ils demandaient plus d'argent en échange de leurs services, tandis que dans le même temps, ils lui fournissaient l'écorchefeuille séchée dont il était devenu dépendant, l'amenant toujours un peu plus sous leur contrôle. C'est à ce moment-là que Xanesha décida d'intégrer Aldern à ses plans. On promit à Gorrenard que ses dettes envers les frères des Sept seraient bientôt entièrement remboursées et qu'il pouvait enfin rencontrer le mystérieux chef du groupe. On l'emmena devant Xanesha, qui, sous son déguisement humain, annonça à Aldern qu'il ne lui restait qu'une seule tâche à accomplir. Quelque chose de vraiment très simple, retourner au manoir de Gorrenard, attraper un des rats malades qui infestait les caves et le ramener à Xanesha pour qu'elle l'étudie.
Impatient d'être enfin débarrassé de ses dettes, mais anxieux à l'idée de retourner sur les lieux de son crime, Aldern renonça à l'écorchefeuille, se purifia de sa souillure, fit route vers le nord, pendant qu'il n'eut pas le courage de se rendre directement au manoir. Il continua jusqu'à Point-de-Sable et assista au festival de Macaon. Quand les gobelins envahirent la ville, les PJ lui sauvèrent la vie. Aldern devint obsédé par un des étrangers, réalisant que cette personne pourrait devenir la béquille dont il avait terriblement besoin pour sortir de sa dépression. Et toujours maître dans l'art de la duperie, il donna le change continuant à dégager une allure de noble en pleine réussite, alors que son esprit malade nourrissait cette nouvelle obsession. Quand il revint au manoir en évitant l'étage supérieur et les pleurs étouffés qu'il crut sortis de son imagination, il eut toutefois bien du mal à mettre la main sur le moindre rat. L'esprit de Vorel, à nouveau éveillé, avait fait refluer la vermine dans les profondeurs. Quand Aldern fouilla le sous-sol, il entendit un étrange grattement venant d'en dessous de la pièce centrale. Pensant que les rats étaient à l'origine de ces bruits, il creusa le sol. Il exhuma une ancienne cage d'escalier. Le passage menait à l'ancien laboratoire secret de Vorel sous le manoir. Dans ces grottes, il finit par découvrir non seulement les rats qu'il cherchait, mais également l'origine de leur maladie. Un tapis de champignons malsains poussant sur un mur. Il récolta un échantillon des deux et ce faisant s'exposa à son insu à une contagion nécromantique latente. Le temps qu'il retourne à Manimar avec les échantillons de Xanesha, il avait pratiquement déjà succombé à une forme puissante de fièvre des ghouls. Xanesha reconnut la maladie et l'aida à se développer. Elle garda son influence sur Gorrenard à présent transformé en mort-vivant et lui apprit le rituel de Siédron avant de le renvoyer au manoir de Gorrenard pour qu'il y lève une armée de ghouls et récolte la moisson du nouveau chef de Xanesha. Voilà, c'est fini pour ce bonus. Prochaine vidéo sur le chapitre 2 où vous connaîtrez déjà les intentions des ennemis, ce qui permettra peut-être d'aller plus vite dans la description du chapitre 2 qui est quand même relativement long. Allez, je vous dis salut et à bientôt.